Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. Si tous les maréchaux du Premier Empire ont laissé leur nom au boulevard entourant Paris, celui de Louis-Nicolas Davout, duc d'Auerstadt et prince d'Eckmühl, a plus intimement marqué la commune de Savigny-sur-Orge, dont il devint maire en 1822 et qui lui consacre ce musée dans lequel nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Ce fidèle de l'épopée napoléonienne acquiert le château de la ville dès 1802, aujourd'hui converti en lycée, et que son épouse, justement nommée Aimée, ne cessera d'entretenir et d'enrichir. Ce n'est là qu'un des mérites de la femme du grand homme, à laquelle Marie-Josée Chavenon, savignienne passionnée d'histoire, a souhaité consacrer une biographie intitulée « Aimée Davout, maréchal et princesse » publiée aux éditions Gérard Louis. Notre auteur, s'interrogeant à travers son exemple sur le destin des femmes de maréchaux d'Empire, trace le portrait d'un personnage élégiaque, épouse éperdue d'amour pour un mari accaparé par les conquêtes napoléoniennes, mère attentive et plus que tout, savignienne de cœur et d'âme. Marie-Josée Chavenon, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans l'Essonne en hauteur. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le charmant musée Davout de la ville de Savigny que vous connaissez bien, Davout, le maréchal d'Empire, évidemment. Mais si nous vous recevons aujourd'hui, vous, c'est pour une biographie concernant sa femme. Alors ma première question sera la suivante. Pourquoi vous êtes intéressé à la maréchale Davout? C'est un intérêt historique ou c'est à cause de son ancrage savignien? En tout premier lieu, très honnêtement, c'est en cause de son ancrage savignien. J'habite la commune depuis maintenant plus de 40 ans. Et donc, comme tous les Savigniens et Savigniennes, le nom de Davout est très parlant puisque nous avons une très belle place qui se situe entre le château et la gare. Néanmoins, il me semble que tous les habitants ne sont pas forcément connaisseurs de ce qui se cache derrière ce nom. Donc j'ai voulu en savoir plus, je m'y suis intéressée et plus particulièrement à son épouse, puisque je préfère faire des biographies de femmes. D'accord, voilà. Très bien. Ah oui, en plus elle a plusieurs identités, je crois, à Savigny, parce que nous la présentons aujourd'hui, selon le titre de votre ouvrage, comme la maréchale Davout, mais je crois qu'une école lui a été consacrée avec son nom de jeune fille à Savigny, sous le nom d'Aimée Leclerc. Est-ce que ce que je dis est juste? Oui, oui, oui. Elle est née Aimée Leclerc, effectivement, à Pontoise. D'accord. Et nous avons inauguré, enfin nous, la municipalité a inauguré cette école il y a 3 ans, en septembre 1911. Mais alors on peut, 2011. On peut quand même s'interroger, pourquoi est-ce que la ville de Savigny a décidé d'intituler l'école par son nom de jeune fille et non par son nom de femme de maréchal? Qu'est-ce que la ville cherchait à signifier en faisant ça? Eh bien, écoutez, je me pose toujours la question parce qu'en réalité, je n'en sais rien. D'accord, très bien. Alors, ce que j'ai envie de vous demander maintenant, c'est que je ne crois pas que vous êtes historienne de formation, et donc vous avez quand même fait finalement un travail historique. Quelle méthodologie vous avez mis en place? Comment vous avez appris à adopter une méthodologie historique pour rédiger ce qui est quand même une biographie historique? Eh bien, j'ai appris, comme on dit, sur le tas. Mon ouvrage précédent concernait la maréchale Lyautey, à laquelle je m'étais intéressée parce qu'étant infirmière, et la maréchale Lyautey était une grande infirmière Croix-Rouge. Et j'ai appris petit à petit sur le tas. J'ai toujours été passionnée d'histoire de toute façon. J'avais d'ailleurs au lycée Corot, au château, une excellente professeure d'histoire. Et eh bien, je fais mes recherches, j'imagine, comme les historiens, aux archives nationales, évidemment, en premier lieu, archives départementales, sur les lieux où ont vécu les personnages, j'essaie de rencontrer la descendance, etc. Alors justement, ça m'amène à vous demander, est-ce qu'en Essonne et plus particulièrement à Savigny, on trouve beaucoup d'archives sur la famille Davout et Aimée Davout en particulier? Oui, de toute façon aux archives municipales, hein, bien sûr.
Et puis, j'ai fait des recherches ici même aussi, au musée d'Avoue, qui comporte beaucoup d'ouvrages. Sur le sujet. Oui, sur le sujet. Donc le musée peut non seulement se visiter à titre de curiosité, mais il peut être un centre de recherche historique finalement. En tout cas, moi j'y suis venue plusieurs fois. Pour compulser les ouvrages, il y a beaucoup etc. d'ouvrages. Oui. Alors combien de temps on met pour rédiger une telle biographie historique? Entre les recherches et l'écriture, quasiment 2 ans. Hein. Ah oui, c'est quand même un travail de longue haleine. Et vous le saviez en vous embarquant dans cette aventure, ou vous l'avez découvert au fur et à mesure? Oui, puisque je l'avais fait précédemment avec la maréchale Lyautey, donc je savais que c'était très long. Et puis, c'est normal, il faut en passer par là, il faut quand même travailler correctement, donc il y a beaucoup de recherches à faire. D'accord, 2 ans pour cette biographie. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Des difficultés, non, parce que finalement j'ai pu rechercher dans toutes les archives où je souhaitais. Je suis allée à Pontoise, bien sûr, puisqu'elle est née là-bas. Donc les archives municipales de Pontoise. Et non, j'ai pu. Aux archives nationales, il y a un fonds d'Avoue, il y a le fonds Suchet d'Albufera aussi, que j'ai pu consulter sans problème. Donc un bon accueil partout où vous avez fait des recherches. Oui. D'accord. Et alors, vous avez expliqué que finalement vous aviez déjà fait une biographie sur la maréchale Lyautey à cause de votre vocation d'infirmière, et puis que donc vous vous étiez intéressé à la maréchale Davout par son ancrage savinien. Donc on voit que dans les 2 cas, vos sujets ont été choisis par rapport à des choses qui avaient trait à votre vie. Est-ce que vous vous êtes trouvé des affinités de femmes avec Aimée Davout? Avec Aimée Davout, oui. Parce que pour moi, c'était une femme un peu rebelle, dans le sens où elle n'aimait pas la cour. Et alors qu'évidemment, à cette époque-là, n'importe qui se serait damné pour un simple regard de l'empereur ou de l'impératrice. Mais elle n'aimait pas ça, elle préférait sa campagne et elle n'aimait pas les compromissions de la cour. Donc ce côté un petit peu rebelle me l'a rendue sympathique, j'avoue. Et aussi, me semble-t-il, elle était un petit peu féministe. Alors c'est une cause qui vous touche aussi? Oui. D'accord. Oui, c'est vrai. Alors vous illustrez finalement une chose à laquelle on ne pense pas toujours. Un biographe, quand il choisit un sujet, écrit souvent aussi un peu sa propre biographie. Il y a toujours plus ou moins une autobiographie derrière une biographie. L'autre question que je voulais vous poser, c'est que quand même vous tracez le portrait d'une femme qu'on aime, qui est attendrissante, mais qui a été malheureuse toute sa vie. Est-ce que c'est bien ça, la maréchale Davout? Est-ce que c'est ce personnage comme ça, un peu élégiaque? Elle a été malheureuse surtout quand son époux était absent, et il faut dire qu'il était souvent absent, évidemment. Soit sur les champs de bataille, ou soit missionné par Napoléon pour aller gouverner les provinces de l'Empire. Alors quand son mari était absent, effectivement, là elle était malheureuse, elle avait la charge très lourde des 2 domaines, Savigny et l'hôtel particulier à Paris. Mais en dehors de ça, quand elle pouvait le rejoindre, puisqu'elle a quand même réussi à le rejoindre plusieurs fois sur ses lieux de mission, en Pologne, à Hambourg, en Belgique, alors qu'à l'époque, les moyens de communication étaient quand même pas faciles, c'était des voyages très longs et très fatigants, mais elle a quand même réussi à le rejoindre, voire plusieurs mois. À Hambourg, elle est restée 5 mois, je crois. Et alors à ce moment-là, elle revivait, bien évidemment. Alors, vous montrez donc son rapport à la cour, et c'est un rapport qui était extrêmement compliqué. Et ça m'amène à vous poser aussi une question sur le titre. Vous avez sous-titré « Aimée Davout, maréchal et princesse ». Or, maréchal, elle n'a pas tellement aimé l'être. Vous venez d'expliquer pourquoi, parce que finalement, elle était éloignée tout le temps de son mari, qui était soit en campagne, soit en mission. Et princesse non plus. Pourquoi ne pas avoir intitulé plutôt « Aimée Davout, femme, mère et savinienne ». Pourquoi ce choix de titre? Déjà, il faudrait demander à l'éditeur. Ah d'accord, vous n'êtes pas la seule responsable. D'accord. Donc je pense à peut-être trouver le titre plus accrocheur, je ne sais pas. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu un tableau, un panorama de ses rapports avec l'Empire? Alors on va tout de suite prendre le premier sujet de l'Empire, Napoléon évidemment. Quels sont les rapports d'Aimée Davout avec Napoléon? Elle n'en a pas beaucoup, très franchement. Elle lui en a beaucoup voulu de l'avoir nommée dame de compagnie de Laetitia, Madame Mère. Qui n'est pas passionnante. Qui n'est pas passionnante. Et puis de toute façon, toujours en raison de son aversion pour la cour, c'est quelque chose qui l'ennuyait beaucoup.
Elle lui en a voulu à Napoléon d'avoir envoyé son frère mourir à Saint-Domingue, Absolument. où il avait été missionné pour remettre de l'ordre dans l'île qui s'était soulevée sous l'impulsion de Toussaint Louverture. Voilà. Et puis, elle n'aimait pas non plus sa belle-sœur, qui était donc la fameuse Pauline. On va y venir, mais donc là, vous venez de nous montrer que l'empereur ne l'aime pas tellement. Et comme vous disiez, elle est apparentée à la famille Bonaparte par son frère, qui a épousé donc la célèbre sœur de Napoléon, Pauline, qui est un personnage quand même. Qui est un personnage, oui, alors, oui, que légère, frivole, c'est bien dit. Libertine. Voilà, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que c'est un peu l'antagonisme entre ces deux femmes? C'est deux femmes de nature complètement différentes. Complètement différentes, oui, voilà. oui. Et donc, elle n'a pas du tout aimé, évidemment, que sa belle-sœur trompe dès le départ le général Leclerc, donc son frère. Et ensuite, alors ils ont eu un enfant, le couple a eu un enfant, qui est décédé à l'âge de 6 ans, et dont Pauline ne s'occupait pas du tout. Sa vie personnelle l'appelait ailleurs. Voilà, oui. Et donc ça choquait beaucoup Aimé, qui adorait son neveu, ça l'a choqué beaucoup. Et bien justement, ça nous permet de rebondir sur sa psychologie. Ce qui ressort beaucoup de votre personnage, c'est finalement sa face intime. Et si vous en êtes d'accord, on peut dire que sa face intime, elle est de 3 ordres. D'une part, c'est l'épouse que vous avez décrite, c'est-à-dire une femme qui adore son mari. D'autre part, c'est une mère extrêmement attentive. Est-ce que vous voulez nous faire le portrait maintenant de la mère? Quelle mère était-elle? Parce qu'elle a eu beaucoup d'enfants, je crois. Elle a eu beaucoup d'enfants. Le couple a eu 8 enfants, dont 4 qui sont décédés en bas âge. Et à chaque fois, ça a été un déchirement très très profond, mais pas seulement pour elle, pour Davout aussi. Davout, qui par ailleurs on présentait comme un personnage très sévère, légende noire, un peu psychorigide, oui. Un peu tout ce qu'on veut. Mais en réalité, adorait également ses enfants, même s'il n'était pas là très souvent, mais il les aimait beaucoup. Donc ça a été à chaque fois un déchirement pour le couple. Et donc sont restés 4 enfants survivants, si on peut dire, mais avec également des décès, puisque Joséphine, l'aînée, est décédée à l'âge de 16 ans, une semaine après avoir mis au monde son petit garçon, Joseph Vigier. Donc là, on voit aussi que malheureusement, sa vie de mère n'a pas compensé la tristesse de sa vie de femme. Mais une chose qui est très intéressante dans votre biographie, c'est que finalement, le lecteur, lui, est presque satisfait des absences du maréchal Davout, parce que c'est un couple, comme vous l'avez dit, qui s'aime beaucoup, et donc ils s'écrivent. Et comme ils s'écrivent, le lecteur, grâce à vous, à quoi est-ce qu'il accède? En fait, à leur correspondance, où on voit comment ce couple s'aime par les déclarations qu'ils font, mais aussi l'implication du maréchal dans l'éducation de ses enfants. Est-ce que vous pouvez dire aussi un mot là-dessus, par rapport aux lettres que vous mettez, par exemple, dans l'ouvrage? Comment est-ce qu'on voit que le maréchal est impliqué? Oui, alors je reviens un petit peu en arrière. Effectivement, c'était un mariage arrangé. Comme ça se passait souvent à l'époque. Napoléon les a mariés. Ils se sont mariés 1 mois seulement après leur rencontre. Louis-Nicolas Davout est tombé instantanément amoureux de cette très jolie jeune fille. Bon, soyez honnête, il n'était pas très gâté par la nature. Voilà, c'est pas un bel homme. C'était pas ce qu'on pouvait appeler un bel homme. C'est pas Murat. Mais voilà, ou l'âne, qui était très beau, très bon. Mais néanmoins, je pense qu'elle a senti une correspondance avec son propre caractère, dans le sens d'une certaine réserve, d'une certaine dignité. Et elle l'a très vite aimé. Et l'amour est venu très rapidement. Et donc, comme vous le disiez, il s'écrivait beaucoup parce qu'il était souvent absent. Et j'ai donc retrouvé des lettres aux archives extrêmement tendres qui prouvent cet amour qui a duré pendant tout le temps de leur vie commune, malheureusement qui a été assez courte puisqu'il est décédé quand même assez jeune. Oui. C'est un des charmes donc de votre livre, de voir cette correspondance, puisque vous permettez au lecteur d'y avoir accès. Je lis comme ça, par exemple, page 55, « Je donnerai toutes les cérémonies au diable lorsqu'elle me prive du plaisir d'aller embrasser ma petite aimée. Je suis avec toi en intention, en esprit. À la fréquence de mes lettres, tu dois voir que cela m'est nécessaire pour supporter ton absence. » Et puis, dans une autre lettre, il écrit « Ton portrait m'est bien utile, aussitôt que je suis seul.
je le couvre de baisers, j'ai l'air bien fou, mais je suis amoureux, je serai pour toujours ton bon époux et ton amant. Bah, c'est des déclarations que toute femme rêve de... Un couple très amoureux. Voilà, oui, exactement. Oui, oui. Mais alors dans ces lettres, il y a des lettres très directives, moi ça m'a beaucoup frappé, sur l'éducation des enfants. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est sur un champ de bataille qu'il en oublie sa sphère privée. Alors quel père, cette fois-ci, était Davout? Comment est-ce qu'on peut le décrire? Alors effectivement, il était très tendre, il adorait ses enfants, mais il avait exigé que le seul fils survivant, si je puis dire, soit élevé quand même de façon assez rigide, assez sévère. Il souhaitait une éducation militaire pour, disait-il, plus tard servir l'aiglon. Voilà. L'aiglon, naturellement, qui n'a jamais eu besoin d'être servi. mais il trouvait toujours qu'Aimée était un petit peu trop tendre avec son fils. Voilà. Ça lui plaisait pas trop. Elle ne l'élevait pas assez martialement. Voilà. Et alors on voit que donc elle, un petit peu comme un professeur dans un conseil de classe, elle lui rend compte de ce qu'elle fait pour l'éducation et lui répond comme un proviseur en lui disant là où il faut accentuer les efforts, effectivement surtout sur le garçon qu'on veut former comme un homme selon l'idée de l'époque. Mais elle aussi, elle doit quand même être une bonne éducatrice parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans sa vie et à laquelle elle se réfère même étant adulte, c'est Madame Campan. Alors, et vous en faites un peu un portrait aussi. Est-ce que vous voulez rappeler d'abord qui était Madame Campan, qui elle-même est un personnage extraordinaire? Oui, alors Madame Campan, c'était la femme de chambre de Marie-Antoinette, qui l'a suivie jusqu'à la fin, jusqu'à l'exécution de la reine, et qui ensuite s'est retrouvée couverte de dettes que son démunie. Et elle a donc ouvert un institut à Saint-Germain-en-Laye, qui est un institut un peu élitiste, qui recevait toutes les jeunes filles de la haute bourgeoisie, de la haute bourgeoisie. On y venait de toute l'Europe, et qui a même reçu la fille d'un futur président des États-Unis, James Monroe. C'est incroyable. Et alors, dans cet institut, elle a côtoyé notamment Hortense de Beauharnais et les sœurs de Napoléon, donc Caroline et Pauline. Et donc, en fait, Napoléon, je crois, va la charger, parce que Napoléon, rien ne se perd avec lui. Je crois que Napoléon lui a demandé de créer, c'est à elle qu'on doit, les Demoiselles de la Légion d'honneur, une institution qui existe toujours aujourd'hui. Et dans votre livre, on voit une correspondance entre Aimée Davout et cette Madame Campan, où elle revient vers sa vieille maîtresse, vers sa vieille enseignante, je ne sais pas comment la décrire, pour lui demander des conseils concernant les enfants. Oui, elle lui demande des conseils. Et d'ailleurs, Campan est très tendre avec elle. Quand elle perd un enfant, elle lui écrit toujours. Mais elle donne des conseils pour élever les enfants. Elle lui donne des conseils sur le mariage, puisqu'à l'époque, voilà, une femme devait être... Une femme correcte est une femme mariée. Voilà. Donc elle est toujours restée en relation avec Madame Campan, oui. Alors la deuxième facette privée de la maréchale Davout que vous faites ressortir, c'est évidemment la Savinienne. Mais pour qu'elle devienne Savinienne, ça commence par l'acquisition d'un domaine à Savigny. Je ne pense pas que ni la maréchale, vous avez rappelé qu'elle était d'origine de Pontoise, je crois. Pontoise. Et le maréchal, pas du tout non plus, n'avait aucune affinité avec ce département qu'on appelle aujourd'hui l'Essonne. Donc quel domaine ils acquièrent à Savigny? Faites-nous un peu l'historique de leur ancrage. Voilà. Alors donc le château de Savigny avait été mis en adjudication et Louis-Nicolas Davout, sachant que son épouse aimait beaucoup la nature, l'avait donc acquis en août 1802 pour une somme énorme, qui était même carrément pas raisonnable, et qui va les endetter pour de très nombreuses années. Et d'ailleurs, Aimée Davout va devoir continuer à payer le château même après la mort de son époux. Et l'effondrement de ses rentes en plus au gré de la succession des régimes. Oui, et donc ils l'ont acheté en 1802. Voilà, et ça va être la meilleure et la pire des choses dans leur vie. Meilleure parce que ça va satisfaire leur goût de la nature, c'est un domaine très étendu. On peut dire aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu le château de Savigny aujourd'hui ? Alors, donc la famille Davout l'a habité tout au long du 19e siècle, on peut dire. Ensuite, évidemment, il y a eu des propriétaires successifs, notamment la famille Duparchy, qui a été propriétaire pendant 66 ans, et qui l'a revendu à l'éducation nationale après la guerre. D'accord. Il faut savoir que le château avait subi des bombardements très intenses pendant la guerre,
Donc la famille ne pouvait plus subvenir aux travaux. D'accord. Donc ils l'ont vendu à l'Éducation nationale, qui a fait des travaux pendant 3 ans, je crois. Et ce château magnifique qui date de la fin du XVe siècle est devenu le lycée Corot en 1953 et depuis, il l'est toujours. Bon, bah, c'est les élèves qui deviennent châtelains alors du Alors coup. voilà, et donc le lycée est considéré comme un des plus beaux lycées de France. Naturellement, nous à Savigny, nous avons tendance à dire que c'est le plus beau lycée. Ah bah ça c'est le chauvinisme local, bon. Voilà. Mais on ne peut que vous emboîter le pas dans l'Essonne en hauteur. Alors ce château, il va aussi être la compensation, on a l'impression, parce que vous décrivez tous les aménagements qu'elle y fait. Est-ce que ce château, il lui a servi aussi à compenser tous ses malheurs en tant que femme et en tant que mère? Oui, de toute façon, ça l'occupait beaucoup. Voilà. Beaucoup. Donc beaucoup de travaux ont été faits par Davout et elle avait pris le relais quand il était absent. Beaucoup de plantations, on a construit des écuries, on a planté des arbres, des fleurs, donc ça l'occupait beaucoup. Elle aimait beaucoup aller nourrir ses perdreaux dans la volière, qui d'ailleurs a été heureusement conservée. Elle est à l'entrée du château, la volière qu'elle aimait beaucoup. Et donc, évidemment, ça l'occupait. Les enfants pouvaient jouer dans le parc, elle recevait beaucoup. Et c'était très important. Le domaine de Savigny était très important pour elle. Alors cet ancrage savignien, il s'affirme aussi par les fonctions que le maréchal va occuper dans la ville, puisqu'il va devenir maire de Savigny. Je ne me souviens plus en quelle année. En 1822. 1822, ce qui montre d'ailleurs qu'il a résisté à la Restauration. Il a réussi à s'insérer dans le nouveau régime. J'ai remarqué qu'ils avaient un certain talent pour traverser tous les régimes, parce qu'elle en a traversé quand même beaucoup depuis l'Ancien Régime. Depuis l'Ancien Régime et de 1868. Le Second Empire. Voilà. Donc elle a vraiment traversé énormément de régimes. Mais alors une chose qui est aussi très bizarre et que vous signalez dans votre livre, j'espère que la municipalité actuelle ne nous en voudra pas, c'est que la famille Davout et Aimé n'ont pas été vraiment payés de retour, parce qu'alors en fait ils lui ont cherché des noises presque toute sa vie. Comment vous expliquez ce rapport? Mais justement, je ne comprends pas. Peut-être parce que c'était une femme seule, que c'était facile de s'y attaquer, ce qui n'est pas très élégant. Non. Et puis peut-être son statut social. Après tout, c'était une princesse. Un petit peu de jalousie, de classe, je ne sais pas. C'est vrai qu'on lui a fait beaucoup d'ennuis. La municipalité de l'époque lui a fait beaucoup d'ennuis. On lui demandait de financer des travaux municipaux sans aucun objet. On voulait prendre de ses terres. Voilà, on l'ennuyait beaucoup. D'accord. Ça s'est arrangé évidemment quand le fils Louis est devenu maire en 1843. D'accord. Et alors, elle, on lui doit quelque chose en propre, que les usagers du train, même aujourd'hui, lui doivent sans le savoir. C'est que, en fait, elle est responsable de la création d'une gare. Je n'ose pas dire la gare Davout, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est un peu vrai quand même. On lui doit la gare de Savigny. Alors, dans quelles conditions elle a aidé à la création de cette gare? Alors, au départ, la compagnie des chemins de fer d'Orléans, pour la ligne Paris-Corbeil, faisait passer les rails sur les terres Davout. Donc, elle avait cédé un petit peu de ses terres à des prix dérisoires. Et plus tard, lorsque son fils Louis est devenu donc maire de la commune, elle s'est appuyée sur lui pour demander la création d'une gare qui n'était pas prévue par la compagnie. Donc elle a cédé un petit peu plus de ses terres, il y a eu beaucoup de discussions, de négociations, mais finalement ça a été accepté. Et une gare provisoire a été créée en 1844, qui est devenue plus tard une gare définitive. C'est donc vraiment grâce à elle si nous avons une gare à Savigny. Donc nous avons vraiment un personnage de l'Essonne aujourd'hui évoqué dans notre émission. Est-ce que vous pensez que la maréchale Davout est encore présente au cœur des Savigniens? Écoutez, avec l'inauguration de l'école Aimé Leclerc, sans doute que ça a ravivé, bien que tout le monde ne sait peut-être pas qu'Aimé Leclerc est également Aimé Davout. Mais je ne pense pas qu'elle soit forcément très très connue de tous les habitants de Savigny. J'espère que votre reportage va pouvoir réactiver ça. Je vous renvoie le compliment. J'espère surtout que votre biographie, car les livres sont plus durables que les paroles, il suffit de penser à Platon, on espère que votre livre aidera à cet ancrage dans la mémoire. Napoléon disait que si
Belle femme plaît aux yeux, une bonne femme plaît au cœur. Votre biographie a suffi à nous montrer que Aimé Davout plaisait aux deux. Marie-Josée Chavenon, nous vous remercions d'être venue dans l'Essonne en auteur. Nous remercions à travers vous le musée Davout de Savigny, dont vous êtes membre, de nous avoir accueillis. Et nous disons à nos téléspectateurs au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur.